préconise la Société française de pédiatrie. Ça veut dire que chaque enfant qui a fait un malaise, quel que soit, bref, ça dure 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, ou disons, ça va faire, qu'est-ce qu'on fait? Un bilan standard. Un bilan standard qui contient 8 éléments, à savoir la formule, ionogramme, une glycémie, calcémie, CRP, procalcitonie ou procalcitonie au choix, radiographie du thorax, ECG et bombe urinaire. Ça, c'est le socle de base, comme on l'appelle. Après, s'il y a un doute sur une sévérité, ben, là, si vous voyez les signes de gravité et les signes de sévérité, on fait des gaz du sang, une lactacidémie, dosage de CPK et des transaminases. Du coup, ça fait presque 12 bilans pour un enfant. C'est un peu too much. L'examen en fonction du contexte, généralement, on voit si on a un problème neurologique, là, on demande un EEG infondé et une neuroimagerie. Si on a plutôt une orientation vers une cause infectieuse respiratoire, on va faire une virologie nasale. Si le bilan métabolique de la miction congelée, si on pense à un trouble métabolique, on va faire un bilan métabolique, miction congelée, et puis du son dans papier bouvard pour pouvoir l'utiliser après. Et si on pense relativement à une cause cardiaque qu'on n'arrive pas à dépister, ben, c'est un autre. Donc, ces recommandations-là, on a essayé de faire ça en diagramme, c'est très bien. Du coup, un malaise est confirmé. Sauf cas particulier, vous faites une hospitalisation, bilan, contenant le bilan complet qu'on avait dit, un ECG, une radiographie thoracique de face et le bilan son qu'on avait déjà exposé. L'examen de fond est normal. Vous avez un examen de fond normal. Vous allez chercher un accès de suffocation. Si vous avez un accès de suffocation, vous avez 3 causes. Les vomissements, les 3 causes les plus fréquentes. Les vomissements, c'est inférieur à 8 semaines, c'est la rhinite et les fausses routes. Si on a une pâleur et hypotonie, là, on va chercher une douleur, un RGO, une intoxication ou une anaphylaxie. Si on a un cyanose bihypertonie, on va chercher une infection et un enfissement facial. Par contre, si vous avez l'examen neurologique qui est anormal, si en cas d'examen neurologique, on voit ici anormal, donc on fait un scanner infondé et un EEG. Généralement, 2 étiologies diagnostiquées, c'est généralement l'hémorragie intracérébrale ou l'hématome sous-dural, soit accidentelle ou due à des sévices, ou bien vous avez des convulsions occasionnelles, ou bien vraiment une maladie d'épilepsie. Il faudra ne pas oublier aussi qu'en cas de bruit respiratoire isolé, pensez aux anomalies de l'arc vasculaire. Les hypoglycémies, il faudra toujours les rechercher des antécédents familiaux, rechercher s'il y avait des morts inexpliquées et tout ça. On doit aussi chercher des troubles de déglutition paléogipale et d'hémodynamie cérébrale. Si ce bilan étiologique-là, tout sort négatif, on pense au Munchausen, pas avant. Et si, effectivement, il y a, on pense, le malaise et le récidive, on n'a pas d'étiologie, on n'a pas d'anomalie de la condition, on a des anomalies de la conduction de EEG ou des anomalies de tronc cérébral, il faudra demander un Holter ECG, voire écouteur. Et je veux vous raconter comment j'ai pu procéder à ce thème. En 2017, mois de décembre, je venais d'arriver dans un service de réanimation néonatale niveau 3. Et c'était impressionnant parce que nous avait ramené un petit bout de chou qui avait 1 mois, la naissance en 3 semaines. C'était un Asiatique. Et on l'avait ramené, j'étais impressionné parce qu'il y avait le SAMU, venait de débarquer, il y avait des gros respirateurs, je ne comprenais rien du tout. Bon, il est venu, pour moi, il était stable, je l'avais examiné, et on l'avait gardé, on avait fait tous les bilans qui puissent exister. Je n'avais jamais vu ça. Vraiment, c'était des bilans complets métaboliques, des bilans, tout ce que vous avez vu tout à l'heure, on l'a fait. Et on est tombé sur rien. Même la pH métrie n'a pas montré quelque chose de particulier. Et ça a commencé à m'intriguer. Il y avait un médecin qui m'avait dit de faire un travail sur les malaises, comme ça, pour faire une présentation au service. Et en cherchant, j'ai trouvé les recommandations du BRU, Brief Resolved Unexplained Event, une nouvelle recommandation de 2016 de l'Académie américaine de pédiatrie. Et quand on nous avait demandé de faire un mémoire, j'avais proposé ça à mon professeur Gajdos, qui a eu la gentillesse d'accepter que je fasse un travail dessus parce que, à vrai dire, je n'ai pas eu vent d'études françaises avant nous qui avaient traité le sujet. Et même sur PubMed, il y a juste une quarantaine, voire une cinquantaine d'articles au maximum depuis 2016. C'est-à-dire que c'est vraiment tout nouveau et qui nous a permis par la suite de faire un travail. On avait proposé
un protocole que le professeur Gajdos et le docteur Wolf Pauline ont la gentillesse de le valider et actuellement il est validé. Voilà pour l'histoire. Du coup, cette nouveauté-là, elle date de 2016. Les problèmes posés par la définition, c'était quoi en fait? C'était que, vous voyez, l'ancienne définition, elle n'est pas très claire. Ça veut dire qu'il n'y a pas une distinction entre le nourrisson symptomatique ou pas. Ça veut dire qu'on parle juste d'épisodes effrayants. Elle manque de précision clinique. Ça veut dire que on ne peut pas juger à la lumière de cette. Donc, du coup, on met tous les malaises dans le même sac. Elle fait subir des gestes invasifs ou des hospitalisations non nécessaires par des craintes injustifiées. Elle ne débauche pas nécessairement sur un diagnostic ou sur une prévention. Et elle renforce la perception de la mortalité, même chez parce qu'on parle potentiellement mortel et tout ça, elle renforce cette perception-là, même pour les soignants et même possible pour les parents. Et l'Académie américaine de pédiatrie a fait ce diagnostic-là après une grosse méta-analyse. Du coup, le Brief Resolved Unexplained Event, ce qu'on appelle par le BRU, et ne fait qu'une partie intégrante des malaises classiques. Brief Resolved Unexplained Events, AP 2016. C'est quoi? C'est généralement un nourrisson. Déjà, l'âge, il est prédéfini. L'âge, moins d'un an, une durée brève de moins d'une minute, spontanément résolu, avec des antécédents, un examen clinique et des signes vitaux normaux de cause inexpliquée. Vous avez épisode inexpliqué. Au moment que vous examinez votre enfant et vous êtes en train d'interrogatoire, vous ne trouvez rien qui vous explique le malaise. Et du coup, la description de ce malaise-là, c'est quoi? C'est que il y a initialement silence ou pâleur, absence ou diminution, absence, respiration régulière ou diminution de la respiration. Si on a un changement marqué du tonus, mais à la fin, c'est ça ce qui est la nouveauté, c'est qu'il y avait altération de niveau de réactivité, alors que la définition classique du malaise parlait de bâillement. Donc, c'est les 6 critères. Pour parler de bruit, il faut au moins, il faut que tous les 6 critères soient respectés. Voilà. Tous les 6 critères soient respectés. Pour les Brief Resolved Unexplained Events, c'est si on a un risque élevé. Le risque, il y a 2 types, le risque élevé et le risque faible. Le risque élevé, il est fait pour les moins de 2 mois, ou bien si on a une récidive, ou bien si on a un terme de naissance inférieur à 32 semaines, ou un âge corrigé inférieur à 45 semaines d'aménorrhée. Là, si on a une réanimation cardio-pulmonaire, mais qui n'est pas faite par les parents, qui est faite par un personnel qualifié. Donc, les facteurs de risque sont au nombre de 4. L'âge, moins de 2 mois. S'il y a récidive, si on a eu une réanimation cardio-pulmonaire par un infirmier, quelqu'un qui est dans le domaine, un médecin ou un infirmier, et si vraiment, ou bien le SAMU, ou si vraiment le terme de naissance est inférieur à 32 semaines ou moins de 45 semaines. Pour les faibles risques, généralement, c'est l'inverse. Du coup, c'est plus de 60 jours. Terme de naissance supérieur à 32 semaines et aussi l'âge corrigé supérieur à 45 semaines. Et qu'il s'agit du premier épisode et qu'on n'a pas fait de réanimation cardio-pulmonaire. Et pourquoi c'est intéressant cette réflexion? Parce que l'Académie américaine de pédiatrie, elle a publié des recommandations pour les faibles risques. Je dis bien que pour les faibles risques. Les faibles risques, plus de 2 mois, pas de répétitivité, pas de massage cardiaque et le terme de naissance supérieur à 32 semaines ou l'âge corrigé supérieur à 45 semaines. Donc, elle a publié ce que vous devez faire, ce que vous pouvez envisager en fait, ce que vous ne pouvez pas faire et ce que vous ne devrez jamais envisager. Et pour les faibles risques, les bruits à faible risque, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, premièrement, il faut toujours faire une évaluation en prise en charge et suivi en partenariat avec le soignant de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut prendre la peine d'appeler le médecin traitant ou bien d'envoyer un mail après, par la suite, et tout ça, pour voir un petit peu l'enfant comment il va et est-ce qu'il a des antécédents, est-ce que le médecin traitant a des choses à dire par rapport au patient. Deuxièmement, on doit procéder à une éducation thérapeutique, non seulement des parents, mais aussi des soignants, pour leur expliquer. Ça, c'est ce que vous devez faire impérativement. Par contre, ce que vous pouvez faire, il y a juste 3 choses. C'est qu'on peut faire un test de coqueluche si on peut, c'est pas obligatoire, si on a une suspicion clinique. On peut faire un ECG, si on pense à une cause cardiovasculaire, et on peut faire une petite surveillance de l'enfant. Une surveillance pour la saturation oxygénation pendant une courte durée de temps. C'est-à-dire on peut scoper l'enfant pendant une petite durée de temps et s'assurer qu'il a rien. Mais si vous n'avez pas besoin de faire
par exemple, des tests respiratoires viraux à l'entrée du service pour voir si c'est le VRS ou autre chose qui a déclenché ça, ou virus de grippe. Vous n'avez pas besoin de faire un bilan métabolique, glycémie, bicarbonate sérique, acide lactique, pour vérifier les erreurs unies des métabolismes. Vous ne pouvez pas faire d'examen neurologique, mettre un enfant sur un scan, une IRM ou un EEG, et vous ne pouvez pas admettre l'enfant juste pour l'admettre, voilà, pour voir l'état, la surveillance cardio-respiratoire. C'est pas ça. Il n'a rien, je suis sûr qu'il n'a rien, on le libère. Et chez les patients à faible risque, vous ne devez pas toujours, vous ne devez jamais faire une formule pour voir s'il y a une anémie, une hyperleucocytose, ou bien faire des hémocultures, un ionogramme, fonction rénale, faire des bilans, par exemple, PL pour rechercher une infection bactérienne subclinique, faire une radiographie pulmonaire, des gaz du sang, une écho-cœur, une polysomnographie dans le cadre de l'évaluation cardiopulmonaire, faire un EEG à l'enfant pour rien, faire des tests pour le reflux pH-métrie, impédance-métrie, donner comme dose préventive des antiépileptiques ou bien des IPP, ou bien faire un monitoring à domicile. Ces choses-là sont proscrites. Il ne faut pas les faire. Du coup, malheureusement pour les Brief Resolved Unexplained Events, à haut risque, il n'existe pas actuellement de recommandations. C'est en cours de recherche sur les études que j'ai lues. Ça va dans le bon sens, mais on va être prudent. C'est toujours les mêmes recommandations que le malaise. Notre étude, c'est l'étude que j'avais faite au sein du service. C'est une étude épidémiologique rétrospective, descriptive, comparative, monocentrique, observationnelle d'une cohorte de malaise du nourrisson de moins d'un mois à partir des dossiers des urgences pédiatriques médicales de l'hôpital Antoine Becler à PHP entre le 1er mai et le 31 avril 2018, donc sur une durée de 3 ans. L'objectif principal de l'étude, c'était de voir la rentabilité des examens paracliniques qu'on fait chez les enfants moins d'un an. Donc, on avait partagé en 3 groupes. Le premier groupe, c'est les ALT, malaise classique. Le deuxième groupe, c'est les BRU, à faible risque. Et le troisième groupe, c'est les BRU à haut risque. Pour notre étude a été effectuée en fait sur 94 patients. Il y avait 138 au départ, mais les dossiers, il y avait des choses qui manquaient. Donc, par honnêteté intellectuelle, on les avait enlevés. Et donc, on a pris juste 94 patients en divisant les malaises en 3 groupes, ALT, BRU et haut risque, et BRU à haut risque. Et du coup, pour faire très très simple, on avait fait, sur les malaises, on avait retrouvé 89% des malaises, avec 3% des faibles risques et 8% des hauts risques. Pour les bilans, on voit ici que pour une moyenne, c'était une moyenne de 10 bilans par patient et avec un maximum de 18 bilans à 17 bilans pour les enfants, ce qui faisait beaucoup, avec une médiane à 11. Pour notre étude, donc globalement sur notre étude, sur 1776 paramètres, 889 étaient normales. 187 étaient anormales, mais qu'on ne pouvait pas rattacher à une cause. 3 paramètres étaient anormaux chez le même patient. Ça veut dire que ces 1073 bilans ont été faits qui n'avaient pas de rentabilité. Donc, ce patient-là, il y avait juste, c'est un seul cas, ça veut dire 1,6 des malaises ALT, et ça nous avait servi. Mais cet enfant-là avait déjà une fièvre au préalable, et l'examen clé était le CBU, la formule et la CRP. Et du coup, mais les examens paracliniques nous avaient servi à rien. Aucune étiologie n'a été retrouvée secondairement dans les bruits à faible risque, dans notre étude. Ça, c'est le protocole qu'on avait proposé et qui a été validé. Donc, le malaise confirmé, on a bruit à faible risque et puis les ALT. Bruit à faible risque, c'est le CG, la surveillance sous scope pendant 4 heures. Et si on a les malaises, soit le malaise il est résolu ou il n'est pas résolu. S'il n'est pas résolu, on fait une réanimation cardiopulmonaire, bilan biologique, hospitalisation. S'il est résolu, plus de 24 heures, il est ancien. Du coup, on fait un examen normal, on fait un téléthorax, s'il n'y a rien, orientation par le médecin traitant. Par contre, si le malaise est récent, un fait à 24 heures ou bien l'examen est anormal, on fait le bilan recommandé par l'SFP et on hospitalise pour une durée maximale de 24 heures. Pour conclure ma présentation, les malaises nécessitent actuellement une meilleure définition comme celle proposée de l'AAP, mais il y a toujours manière à travailler sur ce sujet-là. La clé de la prise en charge, c'est d'avoir un esprit clinique. Le CG reste l'un des examens clés à notre sens parce que ça peut dépister quand même des troubles graves. Et puis, il faut toujours penser à la maltraitance et la rechercher systématiquement. Il faut considérer les bruits comme un diagnostic à part entière. Et le malaise n'est pas synonyme de mort inexpliquée du nourrisson. Je vous remercie.
Merci, place. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Je vais arrêter ton partage Ouais. et on va te poser les questions, moi et mon ami Kara. Ça a suscité beaucoup de questions. Oui. Donc, la première question, quelle température conseillez-vous dans la chambre du nourrisson pour éviter la mort subite? La température conseillée est de 19 degrés. Température ambiante, 19 degrés, avec une chambre pas très humide. OK. Alors, il y a une autre question. Est-ce que vous hospitalisez tout malaise rapporté avec un examen clinique normal? Pas nécessairement. Si au sein enfin, sur le protocole qu'on avait fait, pas nécessairement. Si le malaise, il y a un examen normal, comme on avait cité tout à l'heure, les brus, ben, on fait juste une surveillance UACD en unité de courte durée d'hospitalisation pendant 4 heures et c'est tout. On n'hospitalisait pas systématiquement. Par contre, sur la recommandation française de 2011, effectivement, l'hospitalisation était systématique. D'accord. Okay. Là, je peux vous rapporter le cas d'un petit nourrisson qu'on a eu, ça fait 1 an et demi. Il avait 2 mois. C'était des malaises normales en intercritique avec une petite diminution de la tétée. Il a été vu par plusieurs médecins. Mais ça se répétait, docteur Kara. Ah oui, ça se répète. C'était ça s'oubliait pas. Malaises. C'était non, pour vous dire, Billy, c'est important de bien examiner cliniquement, comme tu as dit sur ton diagramme. Et la récidive, en fin de compte, c'était une anomalie des artères coronaires. Et le CG était pathognomonique. Il faut savoir que dans l'Alcapa, le CG est pathognomonique. On n'a pas d'autres ECG. Il est vraiment pathognomonique. Bon, malheureusement, l'enfant, c'était des crises, il faisait des IDM à répétition. C'était ça la cause des malaises. Donc, il faut faire attention. Un spectateur anonyme te dit bonjour et merci. Vous avez dit aucune relation entre la mort subite et les malaises. Alors qu'on nous a toujours dit attention au bébé secoué, responsable d'hématome, responsable de malaise. Vous avez parlé d'études. Quelles sont ces études? Ben, c'est très simple. Je pourrais, pour ne pas encombrer mon exposé, j'avais enlevé des plaques, mais j'ai toujours les plaques qui peuvent exprimer ce sujet-là. Mais il n'y a aucune relation. Effectivement, si un enfant il fait syndrome du bébé secoué, ben, à l'admission, on avait parlé, il y a une pâleur, il y a un PC qui a augmenté, il y a un moment de la fontanelle, on voit un enfant qui, je parle vraiment de l'enfant normal, qui sourit, qui n'a pas d'antécédent, qui vient à l'examen clinique, si on a une moindre orientation, bien sûr qu'on va enclencher. Et généralement, pour les bébés secoués, on a cette image typique d'hématome sous-dural bilatéral et on fait fonder pour retrouver si on a aussi des signes en faveur d'une maltraitance telle que les hémorragies rétiniennes. Mais voilà, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver un enfant avec un syndrome du bébé secoué qui rigole, qui n'a rien. Voilà. Alors, une autre question du professeur Louis. D'après les études, le RGE est la cause la plus fréquente des malaises. Pourquoi la pH-métrie ne fait pas partie des examens paracliniques systématiques? Très très bonne question, mais on va dire que c'est une bonne réflexion. J'ai pas de réponse. La seule étude que j'ai exposée, c'est que ça contient 19% ça pourrait représenter juste 19% des vrais malaises, mais c'est une question qui est posable et c'est un domaine, je crois que c'est une bonne idée, que c'est un domaine qu'on pourrait rechercher éventuellement. Mais sur les études, sur tout ce que j'ai vu, parce que j'ai lu les recommandations européennes, les recommandations hollandaises, les recommandations anglaises, je les avais dans ma plaque, mais je les ai enlevées par souci de diminution. C'est après, je pourrais les mettre. Mais sur ces 3 recommandations, la pH-métrie n'était pas systématique. Sur tout ce que j'avais trouvé, la pH-métrie n'était pas systématique. Ce n'était pas un examen systématique. Voilà. Un monsieur ou une dame te demande des explications pour le changement de coloration lors du sommeil comme diagnostic différentiel. Ben, c'est une variante de la normale. C'est comme le bâillement, c'est comme les respirations irrégulières. Ce n'est pas pathologique. Le changement de coloration n'est pas quelque chose de pathologique. Il faudra toujours se référer à un médecin et voir après par la consultation s'il n'y a pas de choses. Mais isolément, avec un examen clinique normal, des antécédents normaux et qu'il n'y a rien du tout, ce n'est pas pathologique en soi-même. Alors, une autre question de Dr Sba. Il te demande comment expliquez-vous l'hyporéactivité au CO2 lors d'un malaise chez l'enfant que vous avez mis sur votre slide?
Justement, j'avais cherché, mais ça reste quelque chose d'ambigu pour la physiopathologie. C'est la seule plaque que j'ai retrouvée pour expliquer un petit peu parce que généralement, c'est pas quelque chose qui vient. Je n'ai pas d'explication proprement dite. Ce n'est pas quelque chose qui est relativement étayé sur les études, malheureusement, ou bien sur les papiers qui sortent. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Ok, ça sera la dernière question. On va passer à une autre communication. Tu es d'accord, docteur Kara? Oui, D'accord. Merci, docteur Haddo. Tu restes avec nous. On va Merci merci. beaucoup. Merci beaucoup, docteur Telka. Il y a Merci plein de beaucoup, tes docteur Kara. collègues qui te disent merci pour la présentation, que c'était bien et que tu dois continuer. C'est à vous de m'avoir donné la chance. Franchement, c'est un honneur et c'était un rêve. Merci.